Bon, je sais que c'est dur de trouver des femmes politiques importantes dans la première moitié du XXe siècle, mais ça fait 6 épisodes qu'on fait que des hommes, là. Non, mais attends, quand il y avait Usul encore, c'était problématique, mais maintenant que t'es là, c'est bon. Comment ça, c'est bon? Non, mais c'est parce que je veux dire, par rapport aux trucs de. Attention, cette vidéo traite de sujets sensibles, notamment le racisme et les violences coloniales. Des éléments sont présentés dans leur contexte historique et peuvent inclure des propos et des idées racistes offensants. Ces citations et thèmes sont abordés afin de fournir une compréhension plus approfondie de l'histoire et de ses complexités, sans intention de promouvoir ces idéologies. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour ce nouvel épisode, on a décidé de vous parler d'une facette de l'histoire de la France qu'on n'avait pas encore abordée jusqu'ici, la colonisation. Alors on s'est demandé de qui vous parlez pour évoquer la colonisation. De Gaulle, qui était au pouvoir pendant les décolonisations ? Nous avons reconnu à ceux qui dépendaient de nous le droit de disposer d'eux-mêmes. Le leur refuser c'eût été contrarier notre idéal. Entamer une série de luttes interminables, nous attirer la réprobation du monde, et tout cela pour une contrepartie qui fut inévitablement effritée entre nos mains. Ou sinon, on aurait pu vous parler de Jacques Foccart, le mystérieux Monsieur Afrique de la Ve République. Mais non, on a choisi de vous parler d'une figure plus inattendue peut-être, Pierre Messmer. Et je vous vois venir, non, c'est pas un hypnotiseur. Enfin si, mais c'est pas de lui dont on va parler. Dormez, dormez, dormez. Maintenant, à votre table, dormez de mieux en mieux, de plus en plus. Mais alors toi, tu recycles les blagues que tu fais dans les autres émissions. C'est une démarche écologiste, je suis désolé. Bon, c'est vrai que Pierre Messmer, c'est pas la figure politique la plus sexy du monde. Il était, affirmait-on, incapable de faire passer dans l'opinion la moindre passion. L'impassabilité de son visage, la froideur de son regard, la lenteur de son élocution contrastaient avec le dynamisme de son prédécesseur immédiat, Jacques Chaban-Delmas. Le mec est quand même moins charismatique que Chaban-Delmas. Ça donne un ordre de grandeur. Eh bien, je suis obligé de gratter sur mes rendez-vous. Parce que mon horaire est tel qu'on n'a pas prévu ça. Et ma vie est ainsi depuis 40 ans. Moyennant quoi, je me porte bien, je suis jamais pressé, j'ai tout mon temps. Mais il faut vivre à la minute. On vous les vend bien nos portraits, Et oui, soutenez Blast, abonnez-vous, activez la cloche. La prochaine fois, on vous fera un portrait sur Marceau Crespin, conseiller général de Lozère entre 74 et 79. Oui, et c'est intéressant parce que figurez-vous qu'on est aussi allé sur sa page Wikipédia, il a été président de Coca-Cola France et il a fait beaucoup pour le sport dans le département de la Lozère quand même, faut pas l'oublier. Donc si ça se trouve... Marceau Crespin, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. C'est vrai que Messmer, au premier abord, ça donne pas trop envie. Il a plutôt été effacé au profit d'autres figures, comme par exemple le Chaban, sur qui on vous avait fait un portrait avec Usul. Pourtant, Messmer, c'est un gaulliste historique, l'un des premiers à avoir rallié la résistance. Ouais, il a rejoint la France libre dès 1940, juste après avoir pris connaissance de l'appel du 18 juin. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Décidé comme ça, en 40, juste après la débâcle de rejoindre la résistance, c'est un coup de poker incroyable. Georges-Marc Benamou, dont on vous a déjà parlé dans notre vidéo sur Mitterrand et la collaboration, qualifie ces résistants de la première heure de « génération déraisonnable ». Messmer, à partir de 1940-41, aura un goût certain, ça peut paraître curieux de le dire, mais pour la guerre, pour le fait de risquer sa vie, pour la cause bien sûr, qu'il soutient, pour la France, pour son honneur, pour la France. Ah oui, ça pour être fan de guerre, le Pélo était fan de guerre. Sous-lieutenant dans l'armée française au début de la guerre, il combat ensuite aux côtés des Alliés dans plusieurs pays africains. Ouais, il participera même à la libération de Paris en 1944. Mais c'était pas assez de guerre pour lui. Il part combattre en Indochine en 1945, où il sera fait prisonnier pendant 2 mois avant de réussir à s'évader.
Après cette période de guerre, comme beaucoup de résistants, grâce à ses réseaux, il aura une grande carrière politique. Il a été député, plusieurs fois ministre et même Premier ministre de Georges Pompidou. Malgré tout, il n'a pas laissé une empreinte durable dans la vie politique française, même après son passage à Matignon. Rarement un Premier ministre fut aussi cruellement attaqué que Pierre Messmer entre 1972 et 1974. On le disait transparent, insignifiant, sans idée. Sa déclaration de politique générale devant le Parlement avait été jugée terne. On peut quand même retenir quelques trucs, comme l'inauguration du périphérique parisien ou le développement du nucléaire. Mais c'est pas ça le cœur de son parcours. Non, ce qui a marqué sa vie, c'est sa carrière dans les administrations coloniales. Comme il l'écrira dans ses mémoires dans une jolie formule, « J'aimais ce métier à aucun autre pareil. J'y serais resté volontiers jusqu'à l'âge de la retraite, mais il m'a quitté pour cause de décolonisation. » Oh non, la décolonisation m'a empêché de rester administrateur colonial. Mais RT, si c'est triste. Ça représente quand même 13 ans de sa vie. De 1946 à 1959, il passe par diverses administrations coloniales, de l'Indochine à l'Afrique occidentale française, en passant par la Mauritanie et le Cameroun. Moi, monsieur, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie. Autant béni des colonies. Et lui, cette période de sa vie, il la raconte comme un moment où il a accompagné le mouvement de la décolonisation. Oui, à ce titre, son bouquin « Les Blancs s'en vont » est très intéressant. Regardez ce qu'il y dit. J'ai bientôt compris que d'autres peuples avaient, comme le mien, le goût de la liberté, et que des hommes, jaunes ou noirs, pouvaient exiger eux aussi la liberté ou la mort. Il était absurde, coupable et contraire à la vocation comme aux intérêts de la France de s'y opposer. Le colonial que j'étais est ainsi devenu acteur de la décolonisation. Acteur de la décolonisation, carrément. Il n'y a rien qui vous choque là. Attendez, je vous lis la 4e de couverture. La Seconde Guerre mondiale a donné aux peuples colonisés non seulement l'idée, mais aussi l'occasion d'engager leur lutte pour l'indépendance. Acteur essentiel de ce bouleversement, Pierre Messmer narre, au fil de ses souvenirs personnels, les extraordinaires péripéties qui ont entouré ces événements. Non mais allez, pourquoi pas? Non mais à lire ce truc, on dirait que Messmer, c'est Ho Chi Minh. Messmer construit en fait un récit de la décolonisation qui est très courant à son époque. Le récit d'une décolonisation pacifique que la France a accompagnée du mieux qu'elle a pu et en accord avec ses valeurs. Et cette vision-là, on la retrouve encore aujourd'hui, comme par exemple dans ce bouquin. L'administrateur colonial comprend tôt que les Blancs s'en vont et qu'il faut accompagner cette évolution pour que la France conserve son influence. La loi cadre de fer lui doit ainsi beaucoup. La loi cadre de fer, du nom de Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur de l'époque, a été adoptée en juin 56. Et cette loi, elle était supposée accorder plus d'autonomie aux peuples colonisés au sein de l'Empire français. Enfin, de la communauté française, pardon. On est toujours dans le discours colonial et paternaliste, là, hein. La France doit accompagner les peuples et leur apprendre la démocratie en les tenant par la main vers l'indépendance. De Gaulle considère que ces pays ne sont pas aptes à prendre économiquement, politiquement, humainement, leur indépendance rapidement. Il faut donc une sorte de sas, d'antichambre de l'indépendance, qui doit permettre à la France de former beaucoup plus d'élites, de créer une plus grande dynamique de développement économique afin que ces pays puissent, le jour où ils sont indépendants, être pleinement indépendants. Sa formule, elle est d'une transition longue. Oui, selon Frédéric Turpin, De Gaulle aurait expliqué à Messmer que cette transition devait durer 20 ans. Dans ses livres, Pierre Messmer se vend comme un acteur de cette transition. Il insiste beaucoup sur son rôle en Indochine, où il a tenté de négocier pour éviter la guerre. Bref, il se présente comme un homme de dialogue. Et c'est comme ça qu'il est vu en 1956, quand il est nommé haut-commissaire de la République au Cameroun. On a envoyé Messmer, qui, en tant qu'homme, était cool. Et quand Messmer est arrivé au Cameroun, les forces politiques de l'époque, pour ou contre, l'ont accueilli à bras ouverts. Un homme calme. D'ailleurs, en l'envoyant, on lui avait dit d'aller pacifier. Oui, pacifier, parce que la situation est explosive quand il arrive. Ouais, à l'époque, Messmer est envoyé pour apporter une solution politique à l'insurrection que connaît le Cameroun à l'époque. Bon là, un peu de contexte. Déjà, il faut savoir que le Cameroun n'est pas vraiment une colonie française, en tout cas pas juridiquement. Il s'agit d'un territoire sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies, que la France et l'Angleterre administrent depuis la fin de la Première Guerre mondiale au nom de la communauté internationale. Quand Messmer arrive, le pays connaît un fort mouvement indépendantiste depuis plusieurs années déjà. Un mouvement indépendantiste dirigé par un certain Ruben Oumniobé. Oumniobé appartient à cette génération à laquelle la Deuxième Guerre mondiale a laissé l'image d'une Europe qui s'entredéchire et d'une France affaiblie qui ne se serait pas libérée sans le concours de ses colonies. Oumniobé symbolise alors cette jeunesse qui ne supporte plus l'arbitraire colonial et l'humiliation quotidienne. Tous les hommes sont frères et égaux. Le Cameroun par les Camerounais, pour les Camerounais.
répète-t-il alors en sillonnant le pays à pied, à vélo. En 1948, Oumniobé a 35 ans. Il fonde l'UPC, le premier parti politique camerounais. Il revendique l'indépendance dans la non-violence, à l'image de Gandhi en Inde ou de Lumumba au Congo. Alors attention, spoiler, cette méthode n'a pas fonctionné. Du 22 au 30 mai 1955, les forces de l'ordre répriment dans le sang une manifestation upéciste. Alors, ce livre donne les chiffres. Hein. On a eu 21 morts parmi les manifestants, 1 policier et 4 passants tués et 375 arrestations. Quoi qu'il en soit, la réaction du haut-commissaire Roland Pré, prédécesseur de Mesmer, est brutale. Interdiction de l'UPC, chasse aux upécistes, ce qui détermine Oumniobé à passer au maquis. C'est donc dans ce contexte que Mesmer arrive en poste au Cameroun. Alors, on vous a dit qu'il devait trouver une solution politique à l'insurrection, mais en fait, il n'est pas du tout là dans l'optique d'autoriser l'UPC, par exemple, alors que c'est la principale force d'opposition à l'époque. Quand j'arrive au Cameroun, le Cameroun est quasiment en insurrection. C'est-à-dire que je me retrouve dans une situation... C'est en 56. Avril 56, vous êtes haut-commissaire au Cameroun et vous avez en face de vous Niobé, oublié aujourd'hui, mais Niobé, qui a été un des grands chefs communistes africains. Voilà. Ils étaient tous communistes à l'époque. On ne sait pas très bien s'ils savaient ce que ça voulait dire, mais ils étaient tous communistes. Alors on n'a pas envie que Blast reçoive une autre plainte, donc je vais me contenter d'exprimer ma colère visuellement envers ce présentateur méprisant. Merci Maudit. Les accusations de communisme en pleine guerre froide, c'était bien pratique pour justifier la répression contre les mouvements indépendantistes. Alors oui, l'UPC avait des liens avec le PCF car c'était le seul grand parti français opposé à la colonisation. Il avait aussi des liens avec la CGT pour les mêmes raisons. Mais idéologiquement, ce parti n'avait pas grand-chose de communiste. On pourrait plutôt le qualifier de parti nationaliste et attrape-tout qui veut fédérer un maximum de Camerounais autour de la question anticoloniale. Mais en tout cas, c'est suffisant pour faire peur aux autorités françaises. Hein, et Mesmer, le mec cool du dialogue, là, il va vite se muer en chef de guerre. Oumniobé faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. À partir de ce moment-là? Oui. Ce que vous voyez là, c'est probablement la dernière interview que Mesmer a donnée avant sa mort en 2007. C'était pour le documentaire Cameroun, autopsie d'une indépendance. Et pendant cette interview, vous allez voir qu'il va montrer un visage beaucoup moins sympathique. Il refusait l'autonomie interne. Il refusait la démocratie. Donc, il se mettait hors la loi. Il était hors la loi. Et il le savait. L'armée coloniale envahit la forêt. Les colonnes de soldats progressent, traquent. L'étau se resserre autour du leader. Il aura fallu 1 an pour le localiser. Mais le 13 septembre 1958, Ruben Oumniobé tombe sous une rafale de mitraillettes. Son cadavre est traîné sur des kilomètres. Sa dépouille est exposée aux villageois, forcés de venir reconnaître le corps. Bon, on peut même carrément parler de crime de guerre, je pense, là. Hein. Je vous relis la 4e de couverture de son bouquin. Pierre Mesmer narre, au fil de ses souvenirs personnels, les extraordinaires péripéties qui ont entouré ces événements. Ah là là, les extraordinaires péripéties qu'on a traversées, tous ces meurtres et ces tortures. C'est pas un accident, ces crimes. Ça fait partie de la stratégie de la France pour maintenir son emprise sur le territoire camerounais et sur le reste de l'empire colonial. De la communauté. Dans les années 50, encore plus après l'Indochine, la France sait déjà qu'elle ne pourra pas garder son empire colonial en l'état. Et le rôle de Mesmer, c'est pas d'organiser la transition vers la décolonisation, mais d'organiser des pseudo-indépendances afin que la France garde ce qu'on appelle à l'époque le précaré. Il faut donc offrir l'indépendance au Cameroun, en prenant soin de la vider de sa substance. Pierre Mesmer, qui a quitté le territoire en février 1958, résumera dans ses mémoires la stratégie. La France accordera l'indépendance à ceux qui la réclamaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la réclamaient avec le plus d'intransigeance. Cette indépendance sans les indépendantistes, le Cameroun l'obtiendra finalement le 1er janvier 1960. Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme.
Celui que vous venez d'entendre, c'est Amadou Ahidjo, qui va être porté à la tête du Cameroun avec le soutien de la France et de certaines élites qui sont hostiles à l'UPC. Il sera président jusqu'en 1982 sous l'étiquette UNC, qui était le parti unique au Cameroun. Et en 82, c'est Paul Biya qui prendra la suite, toujours sous l'étiquette UNC. Biya est encore président du Cameroun aujourd'hui. La seule chose qui a changé, c'est que l'UNC a été renommée en Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La famille politique qui est en place au Cameroun aujourd'hui, c'est la même que celle qui a été mise au pouvoir par les Français à la fin des années 50. La France, nul ne l'ignore, n'a pas quitté l'Afrique en octroyant l'indépendance à ses anciennes colonies. Elle est partie pour mieux rester. Pour rester cachée derrière des régimes qu'elle a elle-même installés, formés et consolidés, et qu'elle s'est arrangée à contrôler et à maintenir en place sur la longue durée. Des accords de coopération civile et militaire ont été signés entre ces partenaires inégaux pour moderniser, en les contractualisant, les liens de dépendance. Et c'est ça qu'on appelle la France-Afrique. Et cette pratique-là, elle est née au Cameroun. Et comme on vous l'a montré, c'est pas du tout un processus pacifique, contrairement au discours officiel. Après la mort d'Oumyobé, la répression contre les opposants se poursuit. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre du Cameroun ne se termine qu'au début des années 70. Sans transition, la dernière guerre coloniale de la France en Afrique subsaharienne se transforme en opération extérieure, la première d'une très longue série. Les indépendantistes continuent le combat et l'armée française et ses supplétifs camerounais ne vont pas hésiter à faire preuve de beaucoup de cruauté. Des rebelles sont même décapités et leurs têtes sont exposées au bord de la route. Ce qui n'empêchera pas Pierre Messmer d'écrire à propos des actions de l'armée camerounaise et française. Leur action est brutale, parfois sanglante, et il y a des bavures, mais on ne sombre pas dans l'horreur de la torture et de l'extermination. Ah mais qu'est-ce que ça aurait été si on avait sombré dans l'horreur, hein ? On va pas vous détailler tous les crimes de cette période, ils sont nombreux. Autre lieu emblématique et sombre de cette lutte, cette chute d'eau, fréquemment visitée par les touristes. Et pourtant, à l'époque, les Français l'utilisaient pour y jeter des centaines de nationalistes. En se noyant, ils servaient ainsi d'exemple. Et il y a aussi évidemment des cas de torture, comme en Algérie, à la même période. Donc vous avez subi la balançoire comme torture. Comme torture, la bénédiction d'eau, quand on dit bénédiction d'eau, ça veut dire on vous amène dans un tonneau mis les piments, machin, et le sel, machin, ainsi de suite. On vous prend la tête. Quand vous vous soulevez, vous entendez comment partout vous fait mal. Ou vous avalez, ou vous... ainsi de suite. J'ai fait tout ça à la chaîne, ça consomme. Et ceux qui vous interrogeaient, c'était des militaires camerounais ou des militaires... Oui, là c'était des militaires camerounais sous l'ordre français. Pierre Messmer, il était en poste au Cameroun pendant toute une partie de la guerre. Et ensuite, il a eu des responsabilités importantes. Il a été Premier ministre. Bref, il était au courant. Il était au courant notamment de l'utilisation de napalm par les Français pour bombarder le Cameroun. Le napalm, en gros, c'est de l'essence gélifiée. Ça brûle, ça colle à la peau, bref, c'est horrible. C'est connu pour avoir été utilisé au Vietnam par les Américains, mais aussi par les Français au moment de l'Indochine. Et aujourd'hui, c'est interdit. Écoutez ce qu'il en dit, Messmer. Donc vous avez entendu parler de napalm? Oui. C'est pas important. Pierre Messmer narre, au fil de ses souvenirs personnels, les extraordinaires péripéties qui ont entouré ces événements. Qu'est-ce qu'il est sympa, ce Pierrot. Pendant la guerre, les autorités françaises vont mener ce qu'ils appellent des opérations de nettoyage. Concrètement, ça veut dire arriver dans un village, massacrer tout le monde sans vérifier qui est qui. Ah non, il ne massacre pas. C'est Pierre Messmer qui le dit. Il peigne. Ah oui, ce sont de véritables artistes. Quand Pierre Messmer, en visite à Paris début janvier 1957, assure devant la presse que les forces de sécurité peignent les villages un par un, aucun journaliste ne s'interroge sur la signification précise de ce terme. Et quand il affirme qu'aucun blanc n'a été tué, tout le monde paraît rassuré. Alors on change de sujet. On parle de la réussite des élections, de l'avenir économique du territoire, des sacrifices consentis par la métropole pour aider les Camerounais. Est-ce que vous avez entendu parler de tout ça, vous? De cette guerre qui a fait entre 20 000 et 120 000 morts? Bah probablement pas, parce que le silence a été entretenu par la France pendant très longtemps. 60 ans plus tard, cette guerre est encore taboue dans les deux pays. Tout ce que nous voulons en réalité, c'est que la France puisse reconnaître la responsabilité qui est la sienne par rapport au massacre des populations. Y aura-t-il une reconnaissance officielle? En attendant, les archives sur cette sale guerre sont désormais ouvertes et consultables en France. Et ça date de 2022. Les archives sur la guerre du Cameroun ne sont ouvertes que depuis 2 ans. Alors ne parlons même pas de reconnaissance officielle. Pourtant, des gens essayent depuis longtemps de prendre la parole. C'est le cas par exemple de l'écrivain camerounais Mongo Betty, professeur de lettres à Rouen, qui en 1972 décide de raconter cette guerre dans un livre, Main basse sur le Cameroun. Résultat, son livre est interdit par le gouvernement sous l'impulsion de Jacques Foccart. En protestation, un documentaire intitulé Contre-censure voit le jour en 1976. C'est le premier documentaire sur la guerre du Cameroun, mais il est difficile à trouver aujourd'hui.
Pendant que Pierre Messmer devient Premier ministre, le livre est toujours interdit et il ne sera republié qu'en 1977. 1977, c'est super récent. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Denis Robert était déjà majeur. Faites des dons à Blast. Il y a un paradoxe apparent dans cette histoire de Pierre Messmer. Au début de la vidéo, on vous a fait le portrait d'un résistant, d'un homme courageux qui s'est battu contre la barbarie. Et dans la deuxième partie, vous avez découvert un homme qui a choisi de prendre le parti des bourreaux, qui justifie les bombardements au napalm et qui justifie l'utilisation du meurtre comme mode d'action politique. Moi, j'ai une politique. J'arrive pas en me demandant ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Et cette inversion de la situation par rapport à la résistance française contre le nazisme, les militants indépendantistes camerounais l'ont bien comprise. En France, ceux qui se sont révoltés contre l'occupation nazie d'Hitler étaient appelés maquisards. Et c'est pour cela que les nationalistes camerounais se sont fièrement attribué ce qualificatif de maquisard. Et on ne devrait pas aujourd'hui avoir honte d'être appelé maquisard. On a donc un ancien résistant qui se retrouve à diriger une répression contre des maquisards. En fait, le paradoxe, il est qu'apparent. Et ça peut se résoudre en deux mots, nationalisme et colonialisme. Nationalisme d'abord parce que Messmer, oui, il a résisté, oui, ça a été un héros. Mais son objectif premier à lui, c'était pas la liberté des peuples, mais c'était la puissance et la grandeur de la France. Il voulait remettre son pays à sa place dans le concert des nations. Dans cette logique impérialiste, c'est cohérent pour Pierre Messmer d'être résistant pour la France et de réprimer le maquis camerounais pour la France. Et le deuxième aspect, c'est bien évidemment le colonialisme et donc le racisme qui est intrinsèquement lié. Messmer ne considère pas les peuples colonisés comme des égaux, ni même comme des acteurs politiques à part entière. On l'entend d'ailleurs dans la façon dont il parle d'Oumniobé. Alors, en vieillissant et se retrouvant dans les maquis, il redevient très africain, beaucoup plus que communiste. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce parce qu'il n'y a pas des hommes là-bas, hein? Si c'est une affaire de nègres, bon... on ne peut pas en faire vraiment une tornade dans un verre d'eau, parce que quelques nègres ont été massacrés. C'est quand même quelque chose qui pousse à réfléchir sur le sens de ce qu'on appelle la mission civilisatrice, l'amour de la démocratie, la liberté, les droits de l'homme, etc. C'est des droits de quels hommes, en fait? Partout dans l'Empire colonial français, on voit les mêmes pratiques. Pierre Messmer assume même d'avoir repris des méthodes utilisées en Indochine. Oui, ils reprennent même des méthodes de contre-insurrection venues d'Algérie. Et il est peut-être là l'héritage politique de Pierre Messmer. Il n'est pas dans le dialogue, mais plutôt dans les méthodes militaires. Au début, on vous a mis un extrait qui parle de pacification. Mais ce mot a plusieurs sens. Dans le langage courant, pacification, ça veut dire apporter la paix. Mais dans le langage militaire, et on rappelle que Messmer est un militaire, pacification, ça veut dire faire la guerre. Messmer et plus largement les responsables français ont développé des méthodes politiques pour étouffer les indépendances, avec un simulacre de dialogue et des méthodes militaires pour écraser les contestations. Des méthodes qui seront fièrement exportées par la France des années plus tard pour former les Américains au Vietnam et en Amérique du Sud. C'est ainsi qu'au nom de la lutte contre le communisme, 60 000 officiers latino-américains seront entraînés dans ce qu'on appellera l'école des dictateurs. Cette histoire est connue. Mais ce que l'on sait moins, c'est le rôle qu'ont joué les Français dans la formation des instructeurs américains. Tout commence en 1960, quand Pierre Messmer est nommé ministre des Armées. Il est contacté par les Américains au moment où se profile la guerre du Vietnam. C'est toute la théorie de la guerre révolutionnaire qui les a intéressés. Vous, en tant que ministre, vous avez reçu des demandes d'envoi d'instructeurs Ils nous l'ont demandé, nous avons donné suite à leurs demandes. Et quel était le profil de ces militaires que vous avez envoyés là-bas, aux États-Unis? On s'efforçait d'envoyer des gens qui avaient l'expérience. C'était une question d'expérience, surtout. C'est émouvant et même touchant, ce passage de flambeau d'un impérialisme à un autre. Moi, ça me donne presque une petite larme à l'œil. Le Cameroun a été un laboratoire de la manipulation politique et de la mise en place de régimes fantoches favorables aux intérêts de la France. Cette méthode sera appliquée dans d'autres pays, et plus tard appliquée aussi par les États-Unis en Amérique du Sud. Le Cameroun a aussi été un laboratoire militaire. Et Messmer, ayant lui-même servi dans l'armée, n'a pas vu de contradiction à employer sur les peuples colonisés des méthodes barbares que n'auraient pas renié les occupants pendant la Seconde Guerre mondiale. Messmer, c'est effectivement pas la figure la plus marquante de la colonisation. Mais son parcours montre bien comment se construit la répression et comment se construit le discours qui entoure la répression. On vous relit pas le bouquin. Si la France-Afrique existe encore aujourd'hui, si des régimes autoritaires favorables aux intérêts français sont encore en place, comme au Togo par exemple, un pays qui a une histoire assez similaire au Cameroun, eh bien c'est bien grâce à des hommes comme Pierre Messmer.
qui ont réussi à être des héros dans leur pays et des bourreaux dans ceux des autres. Voilà, si vous appréciez ce format et tous les autres formats qui vous sont proposés sur la chaîne YouTube de Blast et sur le site internet de Blast, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, ça nous aide énormément. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Exactement.